Bonsoir encore, bonsoir à nouveau, merci. Encore plein de visages familiers pour cette belle soirée de Festival Atmosphère. Bien, nous avons la chance d'avoir Pascal Signolet avec nous. Avant le lancement, avant de lancer cette soirée précisément, nous avons un jeune homme, un poète, qui s'appelle Vincent et qui a préparé un petit poème ou un petit texte pour le Festival Atmosphère, sur le Festival Atmosphère. Je crois que c'est très court. Vincent de la plume du futur, c'est ça. Bonsoir à tous, merci. Alors c'est une présentation poétique du film que vous allez voir et en hommage au Festival Atmosphère pour un monde durable. Le poème s'appelle « Le poumon vert de la planète ». Comment changer d'air et d'atmosphère pour l'avenir et passer du savoir-faire au savoir-être dans l'art de vivre. Enterrer l'âge de guerre pour en faire un havre de paix sur une arche avec nos pères dans l'arc-en-ciel étoilé de l'univers. La forêt d'Amazonie est passée, elle, de l'harmonie à l'agonie. Défrichée par la rue et vers l'or clandestine, nous sommes vos amis. Ayam, Guarani, Kiowa, Cacique, Raoni, avant que ce peuple ne soit anéanti. Ils étaient 5 millions en 1500, ils ne sont plus que 45 000 aujourd'hui. Je suis, donc je suis Cid, tu es, donc tu es, telle est la chronique d'un génocide. Donc préservons leurs terres ancestrales, tel un appel des Indiens au visage pâle, et luttons pour qu'on les respecte, au cœur du poumon vert de la planète. L'anthropocène, pour ne pas faire de la Terre la scène du problème de trop, mais plutôt du poème du beau. Dame Nature recherche amoureusement homme mature. Dans la fortune de nos mésaventures, notre cœur demeure notre plus grande fortune. Que voulez-vous, un futur belliqueux ou une culture harmonieuse? Car comment lire dans le trou noir des yeux d'une terre-mère veilleuse? La prochaine rime sur le climat, je voudrais que personne ne la prenne au 2e degré, car il est possible que l'humanité ne survive même pas à l'augmentation d'un 1er degré. Donc quand va-t-on rejeter le progrès, puisque l'on sait que le bonheur est dans nos prés? La question de l'avenir subsiste, quel sera notre moi dans le calendrier de l'après? Si la planète se réchauffe, mais pas dans nos cœurs, qui croira que l'on n'a pas fait exprès? La raison tue si le toit n'est qu'un jeu et la maison brûle quand le toit est en feu. Oui, nous sommes censés être des êtres de conscience, des enfants fantastiques, intelligentils dans l'océan. Mais n'est-on pas un peu raciste quand on hiérarchise les espèces de la vie avec nous tout seuls, loin devant? Comment peut-on continuer éternellement à faire semblant de se sentir bienveillant et promouvoir en même temps la marchandisation économique des âmes vivantes en aliments? Voilà pourquoi je demande un concert de silence dans un contexte concret de ciment, pour une preuve de tolérance devant l'eau de vie d'une belle fontaine de jouvence, en guise de cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on danse, en espérant que l'humanité avance ensemble en quête de sens. Et puis, si toutes nos chaussures ne rentrent pas dans un gros pied des stalles, n'oublions pas que la propriété, c'est vénal, et que la sobriété, c'est génial. Donc comment allons-nous faire société si la société elle-même est bestiale? L'être humain cérébral n'est-il pas aussi doté d'une conscience responsable? Donc mettons âme sur table pour un futur plus souhaitable. L'intérêt général érigé, telle notre plus grande quête du Graal, de l'ancien temps des cathédrales, à celui des pactes avec les diables, de quel système intégral naîtra un monde beau, qu'au plus durable? Demain c'est loin, et demain c'est bien, mais demain n'est rien si l'on ne fait rien, pour créer du lien ensemble, main dans la main. Notre chemin est humain, car notre destin est commun. Dans le réveil d'un beau jardin, jusqu'à l'éveil, le matin,
les yeux rivés sur la COP 21 et vers de meilleurs lendemains. Pour finir, si eux sont les peuples premiers, sommes-nous les peuples derniers? Si oui, alors prions pour qu'un jour les derniers rejoignent les premiers. Car au lieu de regarder chacun de son côté la forêt qui tombe, cultivons ensemble l'arbre des possibles d'un nouveau monde. I am Guarani, I am harmony. All men and women, this is what makes us human. Merci et bon voyage. Merci. Merci Vincent. Ça va tout à fait dans la philosophie du festival où vraiment pour nous, c'est la culture qui est le vecteur du développement durable ou d'un monde durable, en tout cas d'un monde meilleur. Donc merci à vous tous d'être là pour la projection de ce film. Je vois des tas de visages familiers. Je vais appeler à mes côtés Gerd Peter Bruch, le réalisateur du film. Et je tiens à ce que vous sachiez, j'ai entendu ça tout à l'heure en indiscrétion, il a passé la nuit sur la table de montage. Vous avez une chance, ça n'arrive jamais, d'avoir un réalisateur qui accepte de montrer un film qui n'est pas fini. Donc c'est une copie de travail, pas complète non plus, mais spécialement pour le festival Atmosphère. Merci beaucoup déjà d'avoir réalisé cet exploit parce que vous avez bossé comme un fou. Oui, j'ai l'impression que je vais faire un striptease un petit peu, là, que les gens vont rentrer dans la salle de bain, ça donne un peu ça. Non, je voulais juste vous dire un petit mot, je n'ai pas envie de parler beaucoup avant le film. Juste vous dire que la nécessité de ce film s'est imposée d'elle-même par rapport à ce que j'ai pu assister au Brésil en accompagnant le Cacique Raoni et en étant entraîné dans ces mobilisations indigènes. Enfin, l'aventure commencera, vous allez voir, lors d'un sommet de la Terre. Et après, on est entraîné dans une spirale qui m'a complètement dépassé, qui a fait qu'à un moment, ce film a eu besoin de naître. C'est comme un enfant inattendu qu'on n'a pas programmé. J'étais parti sur tout à fait autre chose. Et finalement, voilà, je me suis fait happer par cette histoire. C'est une histoire que vous allez voir qui est inachevée, comme vous l'avez très bien annoncé. Donc, ce n'est pas le film final. Ça va s'arrêter un petit peu net. Mais je pense qu'on aura quand même de quoi discuter, en tout cas je l'espère. Et je vous propose donc de regarder ça immédiatement et qu'on se retrouve après. Et si vous avez envie après de réagir, on sera là avec Pierre, que je tiens à remercier. Je voudrais juste dire un petit mot quand même là-dessus. Merci à Pierre Richard qui est ici. Et je voulais remercier Pierre et Céla de m'avoir permis de monter ce film. Donc c'est grâce à eux qu'on va pouvoir voir des choses ce soir. Et ce film, ça a été un peu compliqué d'arriver jusqu'à Atmosphère pour pouvoir montrer des choses parce que j'ai une place un petit peu particulière. Je suis réalisateur, mais je suis en même temps engagé dans une ONG. Et l'actualité des indigènes étant ce qu'elle est, c'est au fil des jours. Là, par exemple, le poète dont j'ai oublié le prénom citait les Guarani Kaiowá, Vincent. Et les Guarani Kaiowá vivent une situation absolument critique au Brésil, donc j'ai dû interrompre le montage pendant un mois pour pouvoir les faire venir en France, etc. Donc voilà, en tout cas c'est là et on en parlera après. Merci beaucoup. Nous appelons également Madame Valérie Cabanès. Merci. Mathieu, regarde ton SMS. Mathieu, regarde ton SMS. Ça, c'est les micros pour la salle. Merci Isabelle. Bonsoir à tous. Rebonsoir. Je t'en prie. Je vous présente Valérie Cabanès. Viens t'asseoir à côté de nous. Bon. Merci de me faire partager ton émotion. Je voulais vous remercier d'être venu, parce qu'il y a Yann Arthus Bertrand à côté avec son énorme blockbuster. Donc, on apprécie beaucoup votre présence ici. Et je voulais vous présenter aussi Valérie parce que cette histoire, comme vous l'avez compris, raconte un petit peu cette lutte désespérée des indigènes du Brésil face à des agressions législatives, de lois, de destruction de lois, de droits chèrement acquis.
Et la suite qui est en construction montrera des voies d'espoir, et notamment par le biais d'un mouvement que représente Valérie. C'est pour ça qu'elle est assise à côté de moi. Vous ne l'avez pas encore vu dans le film, elle est dans le film final, enfin, qui est en cours de construction. Et notamment, elle porte un mouvement qui s'appelle End Ecocide on Earth, et qui propose de donner des droits à la nature en reconnaissant le crime d'écocide. Et c'est tout le combat que portent aujourd'hui ces indigènes, qui est cette reconnaissance du crime d'écocide. Voilà, j'ai plutôt envie d'entendre vos réactions, qu'on me guide un petit peu, parce que c'est une première projection d'un travail qui n'est pas fini, c'est très particulier. Et voilà. Donc mettre fin à l'écocide sur Terre. Et cette notion d'écocide est très importante et très intéressante. Et moi, je vais réagir tout de suite. J'ai été très touchée, parce qu'au festival, on a des tas de films. Cet après-midi, on était en Afrique. Terrible, épouvantable, le Soudan du Sud, le Sud-Soudan, etc. Et je regardais ça et je me disais, mais c'est peut-être eux qui vont nous sauver. Justement, les indigènes. Je trouve que les indigènes sud-américains, là, les Brésiliens, sont vraiment forts, ils sont malins. Ils sont... Peut-être que c'est eux qui vont nous sauver, nous, les pauvres petits. Juste pour rebondir là-dessus, je pense que l'idée du film, c'est pas de montrer seulement un constat glaçant, c'est justement de montrer que cette dynamique-là doit inspirer, en effet, l'humanité. Oui, on avait déjà vu des films les années précédentes, Atmosphère, sur des tribus brésiliennes ou d'Amérique latine, et qui se battent intelligemment, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de délicatesse. Et je me dis que c'est peut-être eux qui vont... Oui, c'est peut-être eux qui vont le faire. Les aborigènes sont forts aussi. Les aborigènes ont réussi à mettre fin à un des projets d'extraction d'uranium sur une de leurs terres sacrées. Bon, c'est pas gagné forcément pour toujours, mais il y a de la ressource, il y a de la ressource. Il y a un micro qui peut circuler pour vous si vous avez des questions, des réactions. Et donc la présence de Pierre Richard parmi nous. Que faites-vous ici, cher ami? C'est un vrai plaisir de vous avoir, mais qu'est-ce qui vous amène à être avec nous ce soir? Tout simplement parce que j'ai vécu pendant 2 mois, pas tous les jours, mais en tout cas, j'ai prêté ma maison à Gerd pour monter ce film. Je l'ai vu pendant des heures et des heures, je dirais même des nuits, monter ce film. J'ai, de temps en temps entendu, il m'a même montré quelques extraits. Je ne voulais pas voir le film dans son entièreté. Et là, je le découvre avec tout le monde. Ce constat tellement accablant de cette tragédie qui est en train de se passer, qui se passe tous les jours d'ailleurs, en ce moment encore, parce qu'on pourrait penser que c'était ça, on peut toujours penser que c'était avant. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, j'ai même tellement proche que ce matin, Gerd a reçu des nouvelles d'un massacre supplémentaire dans le Mato Grosso, où des 26 Indiens ont été emmenés dans un camion de force, probablement pour être torturés. 2 femmes ont été violées, des enfants ont été blessés. Enfin, c'est épouvantable parce qu'on pourrait penser que... On peut toujours penser, enfin, c'est comme ça depuis tellement des siècles. Hein. Et on s'étonne encore qu'en 2016, on voit encore des choses aussi abominables. Et il y a eu des chefs de tous les 15 jours, ils m'annoncent, tiens, un chef vient d'être assassiné, car c'est un assassinat. C'est difficile quand j'étais aussi proche de lui, aussi proche physiquement de lui, de ne pas être complètement... c'est plus que consterné, c'est terrifié parce que ces images que vous avez dû voir, cette femme qui a dit j'aimerais tellement vivre avec ma fille, et qui passe son temps au combat et qui est même menacée de mort. On l'a fait venir en France, Gerd l'a fait venir, et il m'a dit il faut qu'elle se dépêche de venir, il est possible qu'un jour ou l'autre ce soit son tour. Ce qui est stupéfiant aussi, c'est surtout ça qui m'interpelle, c'est que personne n'est au courant. Moi, je me vois bien autour de mes amis, quand j'en parle, personne n'est au courant. On a vu dans ces images une quantité de journalistes, de télé, ils sont là, on les connaît, ils sont avides de sensationnels, mais finalement, il faut croire qu'ils ont il y a une omerta, il faut croire qu'ils ont des consignes, parce qu'ils filment beaucoup, mais on ne voit jamais rien. Je pense que dans les télévisions brésiliennes, on n'en a pas vu, pas plus d'ailleurs que dans les télévisions françaises. C'est silence radio, comme on dit. Ils ont sûrement beaucoup d'images, mais on ne les voit jamais. Or, le principal, justement, ce serait que les gens, le plus de monde possible, soient au courant de ce qui se passe à l'heure actuelle. Oui, et en fait,
on en parlait tout à l'heure, les seules images qu'on voit sur les télévisions brésiliennes relèvent du folklore, c'est-à-dire qu'on va montrer un petit bout de danse, un petit bout de... C'est-à-dire bien pour les laisser au niveau dans lequel ils sont dans l'imaginaire, c'est-à-dire au niveau de primitif, quoi, quelque sorte. Et je pense qu'ils nous donnent une leçon dans ce film, c'est que déjà, ils ont des choses très, très fortes à nous dire, et qu'ils savent prendre leur destin en main. Mais je pense que la scène clé du film, c'est la peur de tous les députés dans la chambre de l'Assemblée nationale, où on voit la première réaction des députés, c'est de courir se réfugier sur l'estrade. C'est d'un ridicule, c'est d'un grotesque, et en même temps, ça montre bien l'état d'esprit, parce que ces gens savent sciemment qu'ils les détruisent, mais ils sont restés sur des clichés, ils ne les connaissent pas. Voilà. C'est comme les plantes qu'on détruit en Amazonie sans les connaître, c'est une destruction qui est en cours, un génocide, un écocide, justement, et une perte inestimable pour chacun de nous. Et ce que nous disent aussi les Indiens, ce qu'on ne voit pas forcément dans ce film-là, dans ce montage-là encore, c'est que, bien entendu, c'est que nous sommes les suivants. Oui, les Kogis nous disaient, les petits frères, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Les Kogis de Colombie. Moi, j'ai été, pourtant j'avais déjà vu pas mal d'images, mais j'ai été extrêmement émue et émue en fait par cette combativité pacifique, leur intelligence. Enfin, je veux dire, ils ont une connaissance de leurs droits et une capacité à utiliser en fait les stéréotypes qu'ont les députés pour leur faire peur. En fait, je crois que ce qui m'a émue, parce que je ne m'y attendais pas du tout à avoir cette pensée-là, et je te le dis, Gert, c'est que c'est un film, c'est bien que vous le voyez, mais en fait, je voudrais vraiment, vraiment que tous les peuples autochtones qui sont aujourd'hui broyés, parce qu'ils ne le sont pas, eux, ils ne le sont pas. J'ai vécu avec des peuples amérindiens en forêt boréale qui vivent dans les réserves. Ils ont un taux d'espérance de vie qui est inférieur à celui des Afghans aujourd'hui. Ils sont sous l'emprise de l'alcool, ils sont sous l'emprise de la drogue, ils ont du diabète, ils sont obèses, ils vivent avec ce qu'on appelle le bien-être social, par exemple au Québec, c'est l'équivalent du RSA. Donc ils ont une maison, ils ont une voiture, voilà. Mais ils sont dans une déchéance morale, spirituelle. Ce sont des femmes qui se réveillent chez eux, et c'est eux qui doivent voir ce film. C'est eux qui doivent vraiment reconquérir leur dignité, leurs droits, en voyant que ailleurs, au Brésil, il y a encore des peuples qui savent se défendre, qui savent se positionner face au pouvoir, qui prennent le temps de comprendre les rouages du pouvoir. Ils sont 10 fois plus au courant de nous que nous, de ce que sont les 1% qui détiennent, vous savez quand même, si vous ne le savez pas, je vous le dis, mais aujourd'hui, 80 personnes dans le monde se partagent le même montant de richesse que 3,5 milliards d'individus. C'est une réalité et ils le savent. 90 entités dans le monde, des États, des gouvernements et des multinationales, 90 seulement produisent 2/3 des émissions de gaz à effet de serre qui sont en train de condamner l'avenir des générations d'ici la fin du siècle. Et ils le savent mieux que nous. Moi, je suis atterrée ce soir d'avoir cette sagesse-là, d'avoir cette conscience aussi qu'ils sont là pour garder le poumon de la terre et qu'on soit tous autant endormis. On est endormis. Et ils me redonnent du jus. Hein. Merci Gert. Merci et de témoigner ils ont une qualité aussi, c'est qu'ils ont su, à la différence des Amérindiens d'Amérique du Nord, ils savent s'unir. Ils se sont alliés, alors qu'ils étaient des anciens ennemis. Ils sont tous ensemble, et ça, c'est peut-être ça qui fait la différence. Oui, et pour rebondir sur ce que tu disais, Valérie, une des choses importantes qui se passe en filigrane de ça, là où je suis désespéré, on en parlait avec Pierre tout à l'heure, c'est que
ces moments historiques, qui sont quand même des moments assez incroyables. Vous imaginez bien que si 500 personnes parvenaient en France à grimper sur le toit de l'Assemblée nationale, enfin, ce serait quelque chose d'immense, quoi. Et c'est pas répercuté. On est devant quoi, là? Vous découvrez ces images-là. Je ne sais pas qui avait entendu parler voilà, des choses que vous avez vues devant vos yeux, quoi. Avec des arcs et des flèches. Avec des arcs et des flèches. Et en même temps, toujours pacifique, c'est ce que disait Valérie, c'est une sacrée leçon parce que des gens comme les Guarani Kaiowá qui se font massacrer et qui arrivent à rester pacifiques, quoi. C'est une dignité, moi, qui m'a bouleversé. Je pense que ce qui m'a aussi vraiment donné envie de rentrer dans ce film, c'est le témoignage de Valdélis Véron, bien entendu. C'est quelque chose qu'on s'est pris en pleine figure avec Laurent. Je ne sais pas si Laurent est dans la salle, mais en tout cas, j'étais avec une personne qui est partie avec moi au Brésil, et c'était un peu inattendu. J'avais entendu Valdélis s'exprimer lors d'un rendez-vous ministériel, parce que bon, toutes ces portes ouvertes... C'est cette femme qui nous parle de l'enfant de 4 ans, c'est ça ? L'enfant sur lequel un pick-up a roulé et fait plusieurs marches arrière pour bien le mettre en bouillie. Et j'avais senti qu'il y avait quelque chose de très violent dans cette femme, et très désespérée, une rage intérieure, en même temps une force et une colère, et beaucoup de choses, quoi. Et quand elle s'est assise comme ça devant nous, là, devant ce cirque, vous avez remarqué que c'est un cirque, tout se passe autour d'un cirque, et c'est véritablement un cirque, c'est symboliquement, les politiques font leur cirque, tout, sauf les Indiens, c'est eux les plus dignes. On s'est pris ça en pleine figure, et bien entendu c'était une lourde responsabilité, c'était aussi dire mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a ce témoignage-là, c'est pesant, et en même temps il faut essayer de le faire partager, d'où ce film aussi qui, comme je l'ai expliqué, qui est né de lui-même, après 2-3 mobilisations comme ça, parce que là on s'arrête en 2014, ça va jusqu'en 2015, avril 2015, et ça sera d'ailleurs pour nous la fin la tombée du rideau pour en tout cas cette histoire de PEC 215, et à partir de ce moment-là, les chefs traditionnels décident de prendre une autre voie, et c'est là où tu parlais d'alliance, et qu'il faut en effet que les autres peuples qui souffrent dans le monde entier de la même chose, puisqu'évidemment ce qui se passe au Brésil est symbolique d'une dégradation mondiale, internationale. On peut retrouver les mêmes effets, les mêmes causes en Australie, en Irian Jaya, en Indonésie, en Afrique, etc. Dans le Nord aussi, il y a des peuples encore autochtones dans le Nord, tu les connais d'ailleurs, Pierre. C'est généralisé tout ça, et donc vraiment le chef Raoni voudrait mettre ses dernières forces. Vous avez vu qu'il a 85 ans, et de quoi il est encore capable. Il y va, une espèce de moteur extraordinaire. La dernière chose qu'il voudrait faire, c'est vraiment essayer de poser les fondements, les premières pierres d'une alliance qui dépassera le cadre du Brésil, et peut-être se servir de ce socle de cette COP21, qui évidemment est un bis repetita de négociations qui n'iront nulle part, auxquelles plus personne ne croit. On n'est pas défaitistes, mais on n'y croit pas à cette forme-là. Et donc d'essayer de prendre cette COP21 un petit peu en otage à la façon dont ils ont fait leur mobilisation, mais se réunir, et c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. On essaie de les aider à ça, de se réunir avec leurs frères africains, leurs frères indonésiens, etc., etc. Je vous offre un contact avec les Dineh, les Navarros. Direct, un contact direct. Une amie qui vit avec eux la moitié de l'année, qui les connaît très très bien, et ils sont dans un état épouvantable, comme vous disiez, Valérie, vraiment, vraiment. Hein. Faire passer le film là-bas, c'est faisable à travers elle facilement. J'aurais juste rajouté une chose. Au-delà du problème indien, c'est le problème de l'Amazonie. Défendre les Indiens, c'est défendre l'Amazonie, et défendre l'Amazonie, c'est défendre la planète. Je me souviens justement, vous parlez d'un Navarro. J'avais lu un jour un proverbe de Geronimo, comme vous le savez, qui était un grand chef indien d'Amérique du Nord. Il avait dit cette chose incroyable, visionnaire, prophétique, lui qu'on appelait sauvage. Il avait dit, quand le dernier arbre sera coupé, quand les rivières seront empoisonnées, quand le dernier poisson sera pêché, alors on comprendra que l'argent ne se mange pas. Je trouve ça extraordinaire d'avoir dit ça en 1800 et quelques, pour quelqu'un qui, soi-disant, inculte. Un sauvage, un voleur de chevaux. Navarro, ça veut dire voleur de cheval. Voilà, c'est quand même insensé cette profession, parce que c'est ce qui est en train d'arriver. On est en train de tuer la planète. Les lois du marché sont telles que...
Il y a un autre chef aussi qui disait, je me rappelle juste de la fin, mais c'était très fort, celui qui croit dominer la terre ne reposera-t-il pas un jour sous elle ? Ça y est, il y a des mains qui commencent à se lever. Vous avez envie de partager? Bonjour, juste une petite question. Moi, j'ai rejoint un petit peu le combat Raoni par des dons, par le site Facebook ou par l'achat du livre. Donc, c'est une participation à ma mesure, à mon échelle. Je me posais la question de l'énergie, donc ça, c'est un gros problème. Et ce qui fait que le barrage, soi-disant, donnerait de l'énergie à 18 millions de personnes. Il y a toute la problématique des énergies renouvelables. Il y a d'autres sources peut-être à travailler que ce projet de barrage extrêmement dévastateur pour les peuples, la faune, la flore, etc. Et les essences d'arbres, enfin, primaires et autres. Il y a d'autres aussi forêts primaires, d'autres peuples qui souffrent dans le monde. Comment peut-on aujourd'hui, je vois l'Assemblée, comment dire, j'ai oublié son nom. La personne qui intervient en dernier, qui était SOS Racisme, historiquement. Harlem Désir. Voilà, merci. Qui semblait cautionner ce... Vous avez bien compris. Oui. Touche pas à mon pote, mais tu peux toucher. Touche pas à mon barrage. Oui. Voilà, donc il y a des actions à mener par le numérique aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est important. Quelles sont les actions que vous pourriez et qu'on pourrait mener envers les grands lobbying industriels, comme vous aviez cité tout à l'heure EDF, mais il n'y a pas que cela. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour s'attaquer à la source? Voilà, moi je pense que l'exemple Belo Monte, qui n'est pas beaucoup développé dans ce que vous avez vu parce que c'était pas possible dans le format, dans la durée qu'on voulait vous montrer. L'exemple Belo Monte est vraiment un scandale mondial. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on a à s'inquiéter vraiment de très fortement parce que c'est un déni totalement de démocratie, cette histoire de barrage. Il est construit dans l'illégalité la plus totale. On crée un précédent au Brésil où on invente une licence partielle, parce qu'au Brésil, il y a quand même des lois, c'est un pays démocratique, il y a des mécanismes normalement qui protègent la nature et les Indiens. Bref, la présidente Dilma Rousseff, je vous fais court, avait envie de construire ce barrage à tout prix, mais vraiment à tout prix. Donc ce barrage, il continue. Il y a eu beaucoup de jugements qui l'ont arrêté. Ils ont ressorti un outil juridique datant de la dictature militaire qui permet d'annuler n'importe quelle décision de justice au nom de l'intérêt national. Donc là, l'intérêt national, normalement, c'est, je sais pas, une guerre. Non, là, c'est de l'énergie. Bon. Et pour vous dire quelle solution on a contre ce genre de choses, et même, par exemple, contre nos entreprises EDF, GDF, Suez, Alstom, qui, entre parenthèses, ont quand même de l'argent du contribuable. Voilà, c'est nous, c'est notre argent qui alimente ça. Et bien aujourd'hui, concrètement, pas grand-chose. Rien, à part salir leur réputation, ce qui est quand même assez difficile à faire parce que eux, ils ont des moyens gigantesques pour communiquer. Les ONG comme la nôtre, on ne peut même pas se payer une page de pub dans un journal. Donc, oui, mais vous parliez d'alliance, pardon, et il y a énormément de télé numérique, il y a énormément de choses, de vecteurs de communication aujourd'hui. Écoutez, quand on voit la difficulté, je vais vous donner un petit exemple. En 2012, on a fait voyager le cacique Raoni en Europe. Il avait un rendez-vous avec François Hollande. Nous avions réussi à convaincre Yann Kounen de faire un spot avec Vincent Cassel, qui était quand même très soft parce que on citait pas concrètement des entreprises françaises. Il disait trop d'entreprises françaises participent à la destruction de l'Amazonie. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien du tout. Donc le cacique Raoni invité à Canal+, le spot il passe pas. Le cacique Raoni invité dans je ne sais plus quelle télé, le spot passe toujours pas. Donc troisième télé, c'était chez Drucker. Et évidemment, on vérifie le fil conducteur, le spot il était plus dedans. Donc le cacique il a dit c'est très simple, si le spot il passe pas, je me casse. Donc là, le spot, il est passé. Donc voilà, pour vous répondre assez brièvement, c'est impossible de faire passer à la télévision, même câblée, des choses sur les grandes entreprises. Ce serait possible sur les maillots des joueurs de foot, par exemple. Pourquoi j'ai parlé d'Omerta? Oui. Quand tu as écrit Tout le monde s'en fout concernant les Guarani Kiowa, c'est pas loin d'être vrai, quoi. Je veux dire, c'est des cas qui sont exposés quand même. Attendez.
C'est des choses qui, en cherchant un petit peu, mais c'est quand même fou, quoi. On n'est pas les seuls lanceurs d'alerte sur cette question. Il y en a beaucoup. Donc au bout d'un moment, quand par exemple Valdélis Véron vient récemment en France et que les services de l'Élysée nous disent attention, la photo que vous avez prise avec le président, il ne faut pas qu'elle soit diffusée, il ne faut pas qu'elle soit sur Facebook, ça veut tout dire, quoi, quand même. Pour répondre quand même à quelque chose d'important, vous avez dit qu'est-ce qu'on peut faire contre les entreprises? Il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Je pense qu'il faut inventer ce qu'il faut faire. Et au niveau juridique, il y a des gens comme Valdéry qui se mobilisent et qui mobilisent d'autres personnes au niveau international pour essayer justement de faire des propositions et de faire en sorte qu'on ne soit plus dans des situations où on ne peut rien faire. Et je voudrais te donner la parole par rapport à ça pour que tu expliques un petit peu justement que Ecocide a été conçu pour faire face à ce genre d'ineptie, quoi. Déjà, pour répondre à votre question, qui possède les grands médias en France aujourd'hui? Ce sont les mêmes qui possèdent les plus grandes entreprises françaises. Oui, donc voilà, c'est extrêmement difficile de se faire entendre, à part dans des médias indépendants, Basta, Mediapart. Et dans les écoles? Pardon? Sensibilisation dans les écoles? Oui, mais il faut des fonds. Il faut des fonds. Et ça prend beaucoup de temps, la sensibilisation dans les écoles. Ça veut dire qu'on mise sur 10 ans. Quoi. Ouais. Alors, pour rebondir sur ce que Gert expliquait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une collusion des intérêts entre les États et en particulier les multinationales qui est plus qu'évidente. En France, jusqu'à une certaine période, les campagnes politiques devaient être financées par les fonds publics. Aujourd'hui, c'est comme aux États-Unis, on peut être financé par des entrepreneurs. Donc, on a une collusion d'intérêts qui est extrêmement importante. Dans le cas d'Engie, l'État français, donc effectivement vos impôts. Parce que les gens ne savent pas tous Engie. GDF, anciennement GDF. Ils ont changé de nom. L'État français était actionnaire à 36%, hein, donc ce sont vos impôts. Voilà, donc on a une collusion d'intérêts qui est mondiale. Et à l'heure actuelle, pour certains d'entre vous, je suis sûre que vous en avez entendu parler, on a des négociations au niveau de l'Union européenne sur les traités transatlantiques entre les États-Unis et l'Europe, entre le Canada et l'Europe. Ces traités vont permettre à des multinationales de négocier les lois environnementales qui les arrangent, de porter plainte contre des collectivités, des régions, des États qui nuiraient à leurs intérêts économiques. Et face à ça, on a effectivement un droit international public qui n'a quasiment aucune mesure contraignante vis-à-vis des multinationales, qui ne peut pas... On a une cour de justice à La Haye où il y a des procès parfois entre multinationales et États. Mais ce sont des entités morales qui s'affrontent, d'accord ? Et quand vous avez effectivement une catastrophe environnementale, quand vous avez des violations des droits humains, regardez ce qui s'est passé avec Auchan et le Rana Plaza au Bangladesh, 1000 morts, personne n'est inquiété. Bhopal, Fukushima, EDF a versé il y a 30 ans, pendant 5 ans, du plutonium quotidiennement dans la Loire en France. Tranquille, tranquille, pas de problème. On a eu un procès relativement exemplaire en France par rapport à l'Erika, 300 millions d'euros d'amendes qui ont été demandées à Total et à son armateur. Ils venaient de faire 12 milliards de bénéfices cette année-là. Vous croyez que ça va les arrêter ? Au niveau du Brésil, on a eu 2 rapports de l'ONU demandant à Dilma Rousseff d'arrêter le grand barrage de Belo Monte. On a eu un jugement de la Cour suprême des États-Unis, du Brésil, qui a demandé de suspendre le projet. Ils s'en moquent. Donc effectivement, depuis 3 ans maintenant, il y a un mouvement citoyen qui s'est constitué avec l'idée de pouvoir outrepasser la souveraineté nationale, parce que c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, le droit public international reste quand même complètement lié à la souveraineté des États. On ne peut pas s'attaquer à la souveraineté d'un État. On peut faire une pression diplomatique. On peut éventuellement mettre des contraintes. Si on est vraiment dans une situation de violation flagrante, comme on a eu en Afrique du Sud, on peut mettre en place un apartheid. Pardon.
un embargo, je suis fatiguée, un embargo donc international par rapport à l'apartheid. Mais on ne peut pas inquiéter de personnes physiques, on ne peut pas responsabiliser des dirigeants. Donc il existe un outil qui est très récent, qui date de 2002, qui est la Cour pénale internationale. Elle juge quoi, la Cour pénale internationale? Elle juge ce qu'on appelle les crimes internationaux les plus graves, ceux qui menacent la sécurité de la communauté internationale, qui menacent la paix et la sécurité humaine. Il y en a 4 aujourd'hui de crimes comme ça qui sont reconnus par la communauté internationale. Le crime de guerre, le crime d'agression, le crime contre l'humanité et le crime de génocide. Le problème, c'est que ces 4 crimes-là ont qui comme sujet de droit? C'est le problème du droit en général. Hein. C'est le problème de toute notre philosophie occidentale. Le sujet de droit, c'est l'homme. Très bien. Sauf que qui est le plus grand prédateur de l'homme aujourd'hui? C'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il détruit autour de lui tout ce dont il a besoin pour survivre dans la durée. On se gave, on extrait toutes les ressources possibles que la Terre nous offre pour pouvoir garantir un minimum de confort à 20% de la population planétaire, pendant que 80% survivent, soyons clairs. Et la réalité, c'est que, effectivement, de détruire cet environnement, qu'on ne devrait pas appeler l'environnement. Ça veut dire quoi l'environnement? Ça veut dire quelque chose qui nous entoure. Il y a nous, et puis il y a ce qui nous entoure. On ne fait pas partie de cette planète? On ne fait pas partie de la nature? On n'est pas intrinsèquement lié à la nature? Si. Et on l'a oublié. On l'a tous oublié un peu collectivement, et nos dirigeants, ils l'ont très très oublié, beaucoup. Vraiment. Et donc, à un moment donné, il faut replacer les responsabilités là où elles sont. Il faut mener des campagnes pour que chacun soit responsable dans ses modes de consommation. Mais ce que vous polluez, ce que vous consommez, n'est rien comparativement à la pollution qu'engendrent ces 90 entités dans le monde. Et donc, il faut responsabiliser les dirigeants, et la Cour pénale internationale a ce pouvoir-là. Et donc, on demande qu'un 5e crime soit reconnu, qui soit effectivement le crime d'écocide. Éco vient du grec ancien, oikos, la maison. Sid vient de sidérer en latin, tuer, détruire. C'est le fait de tuer la maison, la seule que nous ayons, la terre. On est en train de tuer le vivant sur terre et on est en train d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Avec le changement climatique, avec l'érosion de la biodiversité, avec l'acidification des océans, avec le trou de la couche d'ozone, avec la modification des sols par l'azote, par le phosphore. On a dépassé plus de 10 limites planétaires que la Terre peut supporter pour pouvoir pérenniser le vivant sur Terre. À un moment donné, si on dépasse ces seuils, le vivant ne peut plus se régénérer. On en est là. Voilà, donc on a écrit un projet de 17 amendements au statut de la Cour pénale internationale durant cette année. Et aujourd'hui, on présente ces 17 amendements pour la reconnaissance du crime d'écocide auprès de différents États. Alors bien évidemment, qui? Les États les plus victimes, c'est-à-dire les États qui sont en train de se noyer, les Maldives, les îles du Pacifique, les îles Marshall, les États africains qui sont pillés de leurs ressources depuis 450 ans, les États d'Amérique du Sud, certains, qui sont ouverts, ou d'Amérique centrale, qui sont ouverts à cette idée-là, là où les droits de la nature ont déjà été reconnus, soit dans la loi, soit dans la Constitution. Et ce qui est intéressant, et je finis, stratégiquement, la Cour pénale internationale a cet intérêt qui est que on peut porter plainte contre une personne et un citoyen peut porter plainte contre une personne au nom de ses crimes. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, les États partis au statut de la Cour pénale internationale ne sont pas soumis à un droit de veto de grande puissance. C'est un organe qui est indépendant de l'ONU. Bien évidemment, les États-Unis n'ont jamais ratifié le statut de Rome, pas plus que la Chine. Et donc, on s'en moque de leur avis dans le cas du statut de Rome. Ça, c'est extraordinaire.
Si vous regardez les 123 États qui font partie du statut, qui ont ratifié ce statut, vous en avez les 2/3 qui sont des États, entre guillemets, en développement. Donc on a une opportunité, une petite fenêtre absolument géniale là-dessus. Et je suis très heureuse de vous annoncer que la présidente de la Cour pénale internationale nous a demandé il y a 2 jours de lui donner le texte et que nous avons des États aujourd'hui qui sont en train effectivement de nous dire qu'ils sont sérieusement en train d'étudier le document. Et si on a de la chance, on trouvera un État qui portera le projet pour la COP21. Mais on aura peut-être déjà les grands chefs qui porteront le projet. D'ailleurs, je voulais dire, c'est une honte cette histoire de 4 députés. Oui. C'est ne pas reconnaître la C'est horrible. spécificité de chaque C'est peuple. épouvantable. Et c'est fait par un groupe parlementaire qui est soi-disant pro-indigène. Oui, oui, non, mais Ce sont les pro-indigènes. c'est une C'est-à-dire que hypocrisie, j'ai- une manipulation. Quand j'ai et revu une ça dans les rushs, hypocrisie. c'est-à-dire au moment où j'ai vécu le truc, je me suis dit, mais. Parce qu'il fallait voir, vous avez vu la tête des indigènes au moment où ils leur font ces propositions. Il y en a un tout de suite qui dit, vous voulez dire 4 députés par État? Non, 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 non. C'est d'un racisme même déjà de dire, tous les indigènes représentent un peuple, représentent une unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont tous des peuples différents, avec des langues différentes. C'est comme si vous disiez à un Chinois, un Laotien, je ne sais pas quoi, de dire, ben non, vous êtes tous un peuple et on va vous donner 4 députés. Enfin, c'est assez affreux. J'espère que il y a une chose, quand on vient dans un sommet comme la COP21, il faut en effet avoir des choses concrètes. Ça, c'est une proposition extrêmement forte, qui est concrète, réelle, qui peut faire avancer des choses. Parce que ce qu'on reproche toujours aux gens qui pointent un petit peu ce qui va mal, c'est qu'ils ne sont pas force de proposition. Ils sont toujours en train de dénoncer, mais ils ne proposent rien. La partie la plus importante du film que vous n'avez pas vue, c'est justement de montrer ce que les indigènes ont à proposer, ce qu'ils portent. Ils portent ce genre de projet. C'est en eux, pour eux, les droits de la nature. Ils ne se dissocient pas de la nature. La nature a des droits comme n'importe quel indigène a des droits. Donc, évidemment, quand j'ai approché Raoni avec cette idée, évidemment, on y va. Les autres chefs indigènes en avril de cette année, parce que l'alliance de Raoni commence à prendre corps. Et quand il parle avec David Yanomami, qui habite à plusieurs milliers de kilomètres de lui et qui lui parle de ça, il dit, mais absolument, on va à Paris pour ça. Donc ils viendront à Paris pour ça. Et je trouve stupéfiant qu'on s'enlise encore dans des débats où on nous dit que le débat du siècle, la question du siècle, c'est de réussir à maintenir l'élévation de la température jusqu'à la fin du siècle à 2 degrés maximum. Et personne ne dit que le défi du siècle, le défi du moment, c'est sauvons les forêts, sauvons les océans. Personne n'est capable de porter cette chose qui est tellement élémentaire, c'est le cas de le dire, alors que c'est la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on ne sauve pas nos forêts, nos poumons, les poumons de la planète, si on ne sauve pas nos océans, on va tous disparaître. On ne peut pas vivre sans océan, on ne peut pas vivre sans forêt. Et personne ne pose ce vrai combat-là comme un défi urgentissime, les seuls qui devraient vraiment exister. Il y a 3 ans, le mot écocide, quand vous tapiez en français dans Google, vous ne le trouviez pas. Ça fait 3 ans que j'essaye de parler de ce sujet et ce mot est en train de rentrer progressivement dans le discours des journalistes, etc. Quand on a utilisé le mot écocide avec Raoni, avec Val-de-Lys, il n'y a pas fallu 3 minutes. Hein. Ils l'ont compris tout de suite. Hein. Et la première chose qu'a dit Val-de-Lys, et elle a été un porte-parole pour le mouvement absolument extraordinaire, c'est qu'au sommet des consciences, elle a parlé d'un écocide. Et c'est Le Monde qui l'a repris. C'est vrai que la seule chose qui a retenu la journaliste du Monde, et ça c'est très fort, parce que ça n'a pas été suggéré du tout, c'est une indigène dénonce l'écocide au Brésil. Oui. Voilà. C'était. Voilà. Et Alors que donc, moi, j'ai ça jamais avance un obtenu peu, quand même. qu'on puisse en parler sur la version papier du Monde. Hein. Ça a toujours été chanté, hein, à chaque fois que je l'ai demandé. C'est ça, c'est eux qui vont nous sauver. Est-ce que je voudrais juste mentionner, est-ce que vous avez entendu parler, enfin sûrement, de cette proposition qui est faite de... Alors, est-ce que c'est un tribunal spécifique ou en tout cas de faire reconnaître devant le tribunal international les droits de la nature? Parce que pour l'instant, personne ne peut défendre la nature dans la mesure où elle n'existe pas sur le plan juridique. Et ça a été proposé à Rio +20, ce désastre d'il y a 3 ans. Mais il y a tout un groupe de gens qui se battent pour ça. Alors, ils sont un petit peu, ils pensent qu'ils vont peut-être mettre 10 ans ou 15 ans
à l'obtenir, mais ça serait assez important, ce que les Sud-Américains appellent la Pachamama, mais la mère Écoutez, terre, je vais vous et faire, quel est le droit, quel est des droits, et que nous, certains hommes, puissent la représenter devant les tribunaux. Oui. Par exemple, quand il y a une marée noire ou quand il y a le golfe du Mexique ou une atteinte à la terre, hein, aujourd'hui, personne ne peut défendre la terre. Je vais vous faire plaisir, je vais vous annoncer quelque chose, un scoop. Le mouvement indécocide s'est associé à la Global Alliance for the Rights of Nature, qui est donc à l'origine de ce fameux tribunal éthique de la nature. Ils en ont fait un à Quito, ils en ont fait un à Lima, et le prochain sera à Paris, pendant la COP. Nous organisons pendant 2 jours entiers un tribunal des droits de la nature à la Maison des Métallos. Retenez la date, le 4 et le 5 décembre, avec une conférence préliminaire le 3 après-midi à Place to Be. Et pendant 2 jours, première journée, nous allons effectivement, au regard de la Déclaration des droits de la nature, hein, qui a été signée par des milliers et des milliers de gens, nous allons débattre donc de toutes les fausses solutions qui sont proposées pour lutter contre le changement climatique. Et la deuxième journée, nous allons juger symboliquement des cas de violation manifeste des droits de la nature et des cas d'écocide. Et les grands barrages, Belo Monte et Tapajós, sont prévus au programme en début d'après-midi du 5, en fin de matinée du 5, fin de matinée du 5. Voilà, où on aura des leaders indigènes qui seront présents pour témoigner. Nous espérons avoir Felicio Pontes, le procureur de l'État du Pará, qui a beaucoup défendu cette cause, qui sera présent. Qui a fait tous les procès, qui a instruit tous les procès. Oui. Et Gert sera le présentateur des cas, et on aura peut-être la directrice d'Amazon Watch qui viendra comme experte. Ce que je veux dire par là, c'est que les amendements sur l'écocide reconnaissent de fait des droits à la nature. C'est inhérent, c'est-à-dire qu'en fait, la norme supérieure à protéger, c'est la sûreté de la planète. Et pour protéger les conditions de vie sur Terre, on demande à protéger les services écosystémiques dont dépendent des populations ou des sous-groupes de populations, sous-entendu des populations autochtones, hein, on parle en jargon juridique. Et on demande de protéger ce qu'on appelle des communaux planétaires. Les communaux planétaires, c'est des espaces sur Terre qui, encore aujourd'hui, heureusement, n'appartiennent à personne. C'est-à-dire l'Arctique, l'Antarctique, les océans. Et oui, mais tout est. C'est pour ça qu'il faut le poser dans le droit pénal. On a fait une conférence là-dessus hier avec Michel Spiro, entre autres. On contourne le droit. Et ils appartiennent à des tas de gens. Il y a une toute petite île qui s'appelle l'île Hans, minuscule, 1 km², qui n'appartient à personne. Oui, vous pouvez, les eaux territoriales être appartiennent soit au Canada, soit au Danemark. Enfin, ils se battent comme des chiffonniers. Mais il y a 1 km² qui n'appartient à personne. Non, mais c'est une entorse au droit international. Et c'est ce que je veux dire. Nous pouvons revendiquer notre citoyenneté et dire que cette île Hans, 1 km² tout près du pôle Nord, m'appartient à moi personnellement, moi aussi, j'en ai comme à toi, l'île Hans. Mais disons quand même que on a fait un gros boulot là-dessus. Non, mais normalement, il y a un moratoire sur l'Antarctique qui date de 1959 et qui n'est effectivement plus respecté parce qu'Obama donne des autorisations à Shell pour forêt, etc. Voilà. Je crois que quelqu'un a le micro. On va écouter la salle. Hein. Allez-y. Bonsoir. Non, monsieur, il y a un monsieur qui a le micro. Je répondrai après. En stéréo. Oui, j'étais très content d'entendre Valérie. Bon, je suis moi-même avocat, mais je n'ai pas sa compétence dans ce domaine-là. Et j'étais content également parce qu'à ce propos, j'ai entendu dans ce brillant reportage un chef indien qui disait « Nous voulons que ça reste au Brésil. Nous ne voulons pas que notre débat soit porté devant l'ONU. » Ce qui m'a étonné, évidemment, ce qui m'a choqué, parce que le problème est tellement grave, tellement dangereux, qu'il faut recourir... Non, il a dit l'inverse. Il a dit nous sommes obligés de le porter à l'ONU parce qu'au Brésil, on ne nous entend pas. Ah, ben, je ne sais pas ce que j'ai entendu, alors oui, merci. J'ai entendu comme monsieur, il a dit on va être obligé d'aller demander à l'ONU, mais nous, on préférerait que ça se règle au Brésil. Moi, j'avais compris, enfin... Nous verrons, mais enfin bref. Alors, indépendamment de cela, bon, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses, notamment cette notion d'écocide que je ne connaissais pas moi-même, bien que, évidemment, brillant juriste.
Mais parler de plaider pour la nature, c'est quelque chose de très difficile, effectivement. Et je me demande, alors que le sujet nous le présente, Gerd, tout à l'heure, nous a donné des éléments complémentaires sur des massacres qui ont eu lieu là-bas. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas d'action possible devant le TPI, Tribunal pénal international, pour ces génocides? Est-ce que ce n'est pas le moyen, puis en même temps, qui serait le plus médiatique, le plus spectaculaire, pour attirer l'attention de la planète sur cette question-là? Il y a des démarches qui sont en cours récentes dans cette direction-là. On attend de voir ce qui va se passer. Je sais que c'est étudié, c'est en cours d'étude. On verra ce qui va en advenir. Notamment si on a une campagne en cours, je voulais dire, si on a une campagne en cours sur le cas des Guarani Kaiowá. Le cas des Guarani Kaiowá, c'est vraiment un cas de génocide. On a vraiment déjà, c'est sûr, ça relève du crime contre l'humanité. C'est évident. Ensuite, d'après l'avis de 3 expertes, c'est possiblement aussi, ça pourrait relever du crime de génocide, parce qu'il y a une vraie planification qui va au-delà des assassinats des Guarani Kaiowá, etc. Je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça, parce que... dire au pire, même si ceux qui intentent l'action sont déboutés, peu importe, ça serait regrettable, mais au moins, ça donne l'occasion d'en parler. Oui, alors... J'ai l'impression qu'il faut aussi qu'il y ait un soutien populaire, en tout cas une espèce d'éveil populaire sur cette question pour que la Cour pénale internationale peut-être s'empare de ce cas-là. On a lancé récemment une campagne suite à la venue des 2 leaders Guarani Kaiowá, parce qu'évidemment on était totalement tétanisés par ce qu'ils nous ont raconté, ce qu'ils ont raconté aux médias. Et donc on a organisé un rendez-vous avec Paul Watson du mouvement Sea Shepherd, excusez-moi, la fatigue. Et tout de suite, en parlant, on s'est dit, bon, on va faire une campagne qui s'appelle I am Guarani Kaiowá. Donc on va demander simplement aux gens de prendre une feuille de papier, hashtag I am Guarani Kaiowá. On va demander aux gens de faire cette photo. Pierre, d'ailleurs, a été un des tout premiers à faire cette photo. On a eu assez rapidement quelques centaines de personnes qui ont fait ces photos, mais ça s'est super rapidement essoufflé. Le problème, lui, ne s'arrête pas. Donc on espère que là, il y a de nouveaux artistes qui continuent à faire cette photo. On espère que ça va vraiment prendre, parce qu'il s'agit de quelque chose de critique. Et on a bien conscience, avec tout ce qui se passe au Brésil, que s'il n'y a pas une pression populaire, ou d'ailleurs dans les autres pays, ça ne bouge pas. Donc pour la Cour pénale internationale, bien sûr qu'il faut le faire. Mais les limites de ça, c'est que s'il n'y a pas une mobilisation populaire, aussi, si on n'en parle pas, il n'y a aucune chance que eux vont aller, je veux dire, faire tout ce remue-ménage que ça va faire pour les États s'il n'y a pas vraiment un soutien massif. J'en suis persuadé en tout cas. Monsieur ? Bonsoir. Moi, je voulais parler du film. Moi, je suis brésilien et le film m'a plu. Surtout sur quand le chef a parlé, ça m'a envie d'aider les plus. Je l'ai déjà rencontré en 2010. Vous parlez de Raoni ? Oui. D'accord. Et j'ai pas tout compris ce qu'il m'a raconté, mais je suis parti en 2012 dans la forêt amazonienne. Ils sont en train de faire une route pour aller en Guyane, tout ça. Ils sont en train de détruire énormément d'arbres. Et ils sont en train de refaire parce que les arbres sont en train de repousser. Et ma question, c'est comment faire pour éviter que toutes les forêts qui se trouvent là-bas au Brésil disparaissent. Si j'avais la réponse, là, je vous la donnerais immédiatement. Se battre, déjà, je dirais, il faut se battre, il faut se mobiliser, il faut en parler.
À votre échelle, hein, je veux dire. Maintenant, déjà, la solution clé en main, elle n'existe pas. Chacun doit avoir conscience déjà de ce qui se passe. Je pense que ce que disait Pierre, il a raison, c'est que les gens ne sont pas au courant. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Et je dirais que comment on peut faire avancer cette cause, c'est chacun doit avoir la prise de conscience qu'au niveau de sa consommation, malheureusement, il participe à la destruction de ces environnements. Malheureusement, il participe à la destruction des peuples là-bas. Et déjà, si on peut agir à ce niveau-là, en refusant d'être complice malgré nous de cette destruction, ça peut être des gestes simples. Par exemple, on sait que l'huile de palme détruit toutes les forêts en Indonésie. Si on refuse, si on regarde la composition des produits, ce que personnellement je fais maintenant, depuis que je suis vraiment engagé dans cette lutte-là, je refuse tout produit lié à l'huile de palme. Le soja, par exemple, le soja amazonien, dont on parlait un petit peu dans le film, il arrive chez nous. Il arrive chez nous comment? On le donne à manger au bétail qu'on consomme, la viande 100%. Oui, exactement. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire quand vous achetez, parce que les gens sont très regardants depuis la vache folle, sur la qualité de la viande. Donc on regarde, il faut absolument acheter de la viande 100% française. C'est un critère de qualité et de garantie, de bonne santé, etc. Sauf que ce qu'on oublie de préciser, aujourd'hui, le circuit n'est pas du tout vertueux. On donne à manger en effet à ces bêtes du soja amazonien transgénique, en plus, qui non seulement détruit la forêt, mais en plus fait que les herbicides qui sont utilisés pour le produire détruisent complètement les sols, rendent malades les indigènes. Et ça, c'est un gros problème. Ils se retrouvent dans la viande que vous ingérez. Hein, ils se retrouvent dans la viande qu'on ingère. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fait de chaque consommateur de viande française européenne un complice de la destruction de la forêt amazonienne. C'est complètement délirant. À un moment, la prise de conscience, elle passe par là. Et commencer à agir sur sa consommation quotidienne, c'est refuser de faire partie de ce système et c'est participer à un éveil qui est nécessaire. J'aimerais me permettre, au nom du Festival Atmosphère, de proposer, enfin en tout cas, une des choses que nous faisons, nous, Festival Atmosphère, c'est qu'il n'y a pas seulement... Excusez-moi, il n'y a pas seulement les guaranis, il n'y a pas seulement les OGM et le soja, c'est partout pareil. C'est une horreur sur toute la planète, à tous les niveaux, la finance, enfin tout ce que vous décriviez, il y a l'écocide, mais il y a des tas d'autres problèmes. Il y a cette espèce de dichotomie totale entre ceux qui dirigent la planète aujourd'hui et le réel. Et ça fait un moment, nous en tout cas, le Festival Atmosphère, c'est ce que nous avons choisi comme philosophie depuis notre lancement. C'est plutôt de souffler sur les braises de l'émergence et sur les solutions, parce que quand on regarde, il y a des gens formidables partout. Il y a des initiatives phénoménales de tous les côtés. Alors, ça passe pas au journal, à la télévision, mais il y en a. Nous avons fait une soirée sur le crowdfunding l'autre soir. Mais c'était un enchantement de voir tous ces jeunes, comme pour moi ce sont des jeunes, je suis une grand-mère, qui sont là et ça y est, ils ont décidé qu'ils avaient envie que ça change et ils changent. Ils changent la façon de faire. Ils font des fermes, ils font des systèmes de ceci, des systèmes alors il y a beaucoup de financement participatif, etc. Bon, ça ne marche pas par ce côté-là. On va inventer de nouveaux systèmes. Ils le font, ça fonctionne. Ils sont en guerre contre personne. Ce n'est contre rien. Et franchement, quand on prend cette direction-là, on voit des splendeurs de tous les côtés. Et peut-être que ça, et en plus informer, c'est-à-dire diffuser, c'est une de nos réponses à nous, Festival Atmosphère, c'est informer. Vous êtes au courant. Si vous étiez là cet après-midi, vous avez vu ce film Nous venons en amis. Terrible, Gert, parce que ce que vous là, c'est rien par rapport à ce qui se passe au Soudan. Informer, au moins que les gens sachent et qu'il y a des solutions. Et moi, j'ai très confiance dans la population. Les populations ont l'air d'avoir des solutions, il y a des réseaux qui se font, il y a des tas de choses qui se construisent. Je crois énormément à ça. Je crois à vous, à la sagesse de tout le monde. Et nous, Festival Atmosphère, c'est ça qu'on aime bien présenter.
Nous avons 2 personnes qui veulent le micro, qui l'ont. Monsieur le Brésilien, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Monsieur avec le pull bleu souhaitait répondre. Et après, on a quelqu'un là-haut. Bien sûr. La personne qui va poser une question est un ami, je veux le préciser. Arkane, Le monsieur brésilien? Arkane, non, la personne qui a le micro là actuellement. Parce Oui, qu'un je suis brésilien, film moi comme ça, aussi, oui. attends, je vois juste un film, ça se fait pas tout seul. Oui. Et un film surtout comme celui-ci qui est très improbable et qui est créé dans un cadre spécifique, Planète Amazon, ça se fait avec des amis, des complices. Il y a Arkane, bien entendu, qu'on a vu à l'image, mais qui est toujours en train de nous accompagner fidèlement quand le Cassis Raoni vient ici, ou Valdelis-Véran. Il y a Mathieu aussi, qui a résisté à tous les séismes. Moi, tu vas me faire rougir. Nombreux qui ont Gert. pu arriver dans cette ONG, parce qu'on est beaucoup aussi attaqués, bien entendu. Et il y a des gens aussi comme Pierre. Je tiens à dire un petit mot avant de continuer, parce que Pierre, je voudrais te dire que ton soutien est très important, le soutien de celle-là aussi, quand vous m'avez proposé comme ça d'accompagner le film, parce que c'est difficile de faire un projet comme ça, c'est, je disais improbable, pratiquement même impossible, surtout quand on est dans la lutte, qu'on subit de plein fouet en effet ces meurtres, cette destruction. Et on a besoin d'encouragement, et ça nous a donné un encouragement nécessaire, un soutien important, et comme ça, par dégradé, on arrive avec... aussi Édouard, que j'ai connu grâce à toi, qui fait la musique dans le film, etc. Donc voilà, je voulais encore appuyer là-dessus. On est tellement peu nombreux dans cette lutte, il y a tellement peu de gens qui la soutiennent que quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Pierre qui s'intéresse à cette cause, qui suit aussi d'autres associations, on a un ami commun aussi qui s'intéresse beaucoup au Kogi, et ben, non seulement ça donne du baume au cœur, ça donne de l'espoir. On a besoin d'être soutenu comme ça. Voilà. Bon, je voudrais remercier d'abord Gert d'avoir fait ces films. Je voudrais saluer son travail. J'ai apprécié, moi je suis comme tout le monde ici, bien que j'ai accompagné plusieurs étapes de ces films, j'ai découvert ici comme vous. Et je l'ai trouvé que ces films étaient émouvants. Il y avait beaucoup de choses qui m'ont touché, bien que je les ai connus. Hein. Je ne peux pas dire que je ne connaissais pas le contenu, mais j'ai été vraiment touché par l'ensemble et surtout par cette façon de traiter d'un sujet général en se focalisant sur un point bien particulier, qui c'est les PEC. PEC, ça veut dire projet d'amendement constitutionnel, qui porte le numéro 215, qui essaye de bouleverser toute la législation brésilienne et notamment modifier la Constitution pour que les Brésiliens puissent mener au bout les projets de colonisation qui a commencé en l'année 1500. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est une pure colonisation, c'est-à-dire s'approprier des richesses des gens qui sont dedans pour l'intérêt seulement de ceux qui sont dehors. Ça, c'est un projet de colonisation. Et les Brésiliens, je ne suis pas si optimiste parce que la situation brésilienne n'est pas si brillante. On a parlé trop de Dilma, mais Dilma est menacée en ce moment. Et si par hasard Dilma devrait perdre les pouvoirs, elle perdrait les pouvoirs pour des gens encore plus mauvais. Absolument. Il s'agit, d'après la Constitution brésilienne, c'est son vice-président qui va assumer la présidence, mais l'influence des groupes qui l'auraient fait échouer, qui sont les ruralistes, ça veut dire les grands propriétaires terriens, propriétaires fonciers, c'est eux qui sont les présidents du Sénat et les présidents de la Chambre des députés. C'est-à-dire que là, ce qui se trouve ici, que les grands... D'ailleurs, on voit ça très bien dans les films, que c'est à partir de l'élection de Lula que les attaques sur les terres indiennes ont été les plus virulentes. Et pourquoi ça? C'est très très simple. C'est qu'il n'y a plus de gens pour défendre les petits gens. Parce que Lula a été élu par un grand mouvement populaire, démocratique, et il représentait l'intérêt des petites gens, des travailleurs, mais du moment qu'ils ont tourné kazakh, qu'ils ont adopté
projets ou les plans d'accélération de la croissance, qu'on a cité dans ces films, les PAC, et qu'ils ont voulu développer, j'ai mis des guillemets en développement, le Brésil à tout prix. Il ne restait plus personne pour défendre les Indiens ou pour défendre les quilombolas, parce que les quilombolas dont on a parlé également dans ces films qui sont aussi menacés que les terres indiennes, ce sont les terres occupées actuellement par les esclaves fugitifs. On l'appelle quilombo. Donc les quilombolas, ce sont donc les terres de marronnage. Et ce sont des terres, il y a très peu de temps, il y a environ une dizaine d'années, on a trouvé une dans l'état du Goiás, que depuis les années, depuis le 19e siècle, il s'est caché, 18e siècle même, il s'est caché, il ne savait même pas que l'esclavature avait été abolie. Ils ont été complètement en dehors du circuit. Donc c'est ces terres-là qui sont menacées également, on n'a pas que les terres indiennes. Et même les méfaits de Dilma vont même au-delà. Parce que là, on a parlé de la PEC de son camp, c'est-à-dire la protection des territoires indiens. Mais avant ça, on a eu la modification du code forestier. Il y avait un code forestier assez protecteur, il a été complètement anéanti. Il a été modifié dans la lettre, mais avec tout un tas de considérations dans le parti qui devait encore protéger quelque chose qui permettait qu'on attaque et qu'on détruise complètement la nature. Alors les mangroves, le Brésil est un des pays où il y a le plus de mangroves dans le monde, avec l'Indonésie, les mangroves sont complètement menacées par l'industrie immobilière. Or, donc, le Brésil, la situation est... Oui? Arcane. Oui, je vais m'arrêter ici. Merci. Je voudrais simplement... Quelqu'un attend le micro. Oui. C'est passionnant, mais j'ai l'impression que ça pourrait durer. Est-ce que tu veux poser une On question? pourrait continuer pendant encore Alors, une demi-heure et être passionné. Hein. Alors, je voudrais... Voulez-vous poser une question? Je n'ai pas vraiment une question à poser. Non, c'était passionnant, vraiment. J'ai simplement une éloge à faire et c'est tout. Merci, cher Alors, ami. je peux passer la parole à d'autres qui ont... Moi, j'ai eu l'impression quand ce jeune homme a posé... Quand le jeune homme m'a voyez, on demandé est bien mais entouré, qu'est-ce qu'on hein. peut faire, j'ai eu l'impression que vous vouliez lui répondre. Voilà ce qu'on peut faire. Hein. Mais là, il y a un monsieur qui attend le micro là-haut. Oui, non, c'était pas un reproche. Peut-être que Arcane a une solution. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je serai assez court. Les réponses sera peut-être. Je serai assez court, mais peut-être les réponses seront un peu moins courtes. D'abord, une remarque. On a dit tout à l'heure qu'on était complices, nous, en France et ailleurs, par notre consommation. Tout à fait exact. Mais il faut aussi dire qu'on est aussi complices par notre vote. Il faut aussi rappeler qu'on est aussi complices par nos votes, nos choix dans nos votes. Pensez aussi à ce genre de choses. On m'entend bien, là? Oui. Après, voilà, j'ai deux petites questions. Est-ce parce que la forêt amazonienne, la France a un bout de territoire dans cette région, qui est la Guyane. Je voudrais savoir si la France est exemplaire dans ce domaine-là en Guyane. Et ma deuxième question sur la notion d'écocide. Est-ce que vous pensez que la France sera favorable, jouera un rôle positif dans cette affaire? Et quelles seraient sachant que, c'est une sous-question, on pourrait s'inquiéter du fait qu'on pourrait parler d'écocide, qu'on pourrait parler ou non d'écocide à propos de Notre-Dame-des-Landes, de Sivens, des exploitations de gaz de schiste qui arrivent par-ci, par-là. Voilà. Je vais dire un petit mot sur la Guyane. Non, vous demandez si la France est exemplaire. La France est redoutablement hypocrite sur la question de la protection de l'Amazonie. En Guyane, il y a le problème de l'orpaillage, qui est vraiment une catastrophe, avec l'orpaillage illégal, notamment avec beaucoup de Brésiliens qui viennent chercher de l'or sur des terres où il y a des populations autochtones, puisqu'on ne parle pas de peuple en France. Et en tout cas, on utilise du mercure
pour chercher cet or-là qui est un poison pour les populations. Ce qui est prévu en Guyane dans les prochains temps, jusqu'ici on avait une forêt, j'en avais discuté avec Francis Allais, qui était très belle et très préservée. C'est qu'ils ont eu la bonne idée d'autoriser prochainement des forages de pétrole en pleine forêt guyanaise. La Ça, France, c'est une chose. la Et France a donné cette permission-là? Oui, c'est un projet qui est prévu à assez court terme, et ils veulent surtout aussi développer un deuxième barrage après celui de Petit Saut, qui a été une énorme catastrophe, qui a été justement une espèce de laboratoire permettant de voir que quand on noyait des arbres, on produisait du méthane, qui est un gaz 25 fois, je crois, plus émetteur de... 23 fois, c'est ça? Oui. 23 fois plus producteur de gaz à effet de serre que le CO2. Donc exemplarité, après avec ce que j'ai déjà cité, les entreprises qui sont au Brésil et qui font beaucoup d'argent, et que le président qu'on tente d'alerter semble absolument ignorer ce problème. On a quand même lancé plusieurs appels. Quand le cacique Raoni va rencontrer le président à l'Élysée, c'est pas pour faire du folklore, c'est pour lui remettre un appel auquel le président de la République ne répond même pas. Bon, voilà, exemplarité. Ce que je peux rajouter sur la Guyane, donc, c'est qu'effectivement, il y a quelques années, le gouvernement a voté pour un projet de parc amazonien de Guyane. On a cru qu'il y avait une volonté de protéger, en tout cas, un grand espace de la forêt. La réalité, c'est que donc ils ont en fait pris possession de ce territoire de façon à pouvoir mieux contrôler l'or et pouvoir effectivement céder des cessions pour faire des forages. Ils ont surtout demandé donc aux Indiens qui vivaient sur ce territoire de le quitter, en leur expliquant que ce territoire allait devenir une zone touristique et que s'ils voulaient y vivre, il fallait qu'ils suivent des formations pour devenir guide touristique. Des formations, je n'entends pas. Pour devenir guide touristique. Pour devenir guide touristique? Oui, absolument. Voilà, donc ils ont expulsé les Indiens qui continuent effectivement à vivre sur des fleuves qui sont pollués au mercure. Vous avez des populations qui sont vraiment très, très mal en point au niveau de leur santé et de la santé de leurs enfants. Et puis les forages, il y en a aussi qui sont prévus en mer. Oui, en mer. En mer, donc avec les mêmes risques qu'on a eu dans le golfe du Mexique, d'une plateforme qui puisse sauter et toutes les mangroves être polluées. Et enfin, sur le plan des droits des peuples autochtones, on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais ça a mis 30 ans. Il y a une déclaration à l'ONU qui a été rédigée par les populations autochtones elles-mêmes, qui a mis 30 ans à voir le jour, qui a été adoptée en 2007, qui s'appelle la Déclaration des droits des peuples autochtones. La France a toujours soutenu le projet en disant oui, c'est très très important de reconnaître le droit des populations autochtones. Mais bon, nous, on n'a pas besoin, on n'est pas concernés, on n'en a pas. On n'en a pas. Non, la France, c'est une république une et indivisible, c'est Jeanne d'Arc qui l'a demandé. Nous sommes un seul peuple, fort et uni. Et en ce nom-là, le peuple de Guyane est un peuple français, point. Je voudrais juste rebondir sur un truc. Il y a un passage que je n'ai pas mis dans le film où Harlem Désir, que tout le monde adorera après avoir vu l'extrait qui a été montré, valorisé quand même en disant la France qui a soutenu la rédaction de l'élaboration de la déclaration pour les peuples autochtones. Et en effet, voilà, on n'est pas à une contradiction près. Non. Dans la constitution brésilienne, le droit de l'Indien, entre guillemets, est reconnu. Sachez qu'en France, il n'y a pas de population autochtone. Et que c'est quelque chose qui commence à peine à évoluer avec la reconnaissance des identités régionales, etc. Mais voilà, on est très très loin de ça. Et cette histoire de population... Lors de mon dernier voyage en avril de 2015 au Brésil pour accompagner les mobilisations, on a été une nouvelle fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et Sonia Guajajara, que vous avez vu dans le film, donc, qui est par exemple celle
qui réagit quand on est sur le toit du Congrès et qui est dans l'extase justement d'avoir réussi de faire Celle qui vous participer à ce parle à moment vous, un peu glorieux. hein? C'est Oui. celle qui vous parle souvent, qui dit Gert. Oui, c'est ça, celle qui Gert, m'appelle. ça y est, on y va. plusieurs On fois recommence. dans le film. Elle pointait aussi une loi sur la biodiversité qui est quelque chose de très très grave, qui a été votée au Brésil. Je ne peux pas tout développer là dans le film, mais on en parle plus tard dans le film, qui est extrêmement grave, qui est quelque chose qui a été poussé par les lobbies pharmaceutiques, les lobbies de la cosmétique, etc. Et pour la première fois, ils ont utilisé le terme justement population indigène. Donc cette régression du droit, elle est vraiment en marche au Brésil. C'est quelque chose. La femme que vous avez vue à un moment, Katia Abreu, là, qui a une voix si agréable à entendre, comme vous avez pu le constater. Bulldog, hein. Sachez quand même que c'est le ticket qu'a choisi Dilma Rousseff pour se faire réélire. Elle a fait un binôme avec elle parce qu'elle avait besoin de sa puissance et de ses voix. Et sachez qu'on risque de la voir comme prochaine présidente du Brésil. C'est son ambition. Voilà. Alors vous aviez posé aussi 2 questions, mais oui, je voudrais aussi vous expliquer cette différence entre peuple et population. Un peuple a le droit de disposer de lui-même en droit international. Ça veut dire qu'il est souverain normalement. Une population, non. Et c'est pour ça qu'il y a une grande bagarre de façon à ne pas reconnaître les droits des peuples autochtones, parce que si on dit que c'est un peuple, alors ils sont souverains. Eh oui. Vous comprenez ? Voilà. Et la France, par exemple, qui défend le droit des populations autochtones, n'a pas signé, par exemple, la Convention de l'Organisation internationale du travail numéro 169, qui est sur les droits des populations autochtones. Elle ne l'a jamais signée. Donc on n'a vraiment pas grand-chose à mettre en avant sur ce sujet-là. Enfin, très rapidement, sur ce que vous demandiez par rapport à la France et à la reconnaissance de l'écocide. Alors, j'ai été conviée par la mission Lepage pour participer à la rédaction des droits de l'humanité, c'est-à-dire des droits des générations futures, en fait, que Hollande a commandité, sachant probablement que la COP allait foirer. Il s'est dit, il faut que j'en sorte quand même un peu glorieux. Ça, c'est mon analyse, je vous le dis clairement. Voilà, et tout à son honneur. De poser les droits de l'humanité, c'est effectivement poser les devoirs des humains d'aujourd'hui au regard des générations à venir. Donc c'est un grand pas en avant. Donc on a effectivement travaillé à cette rédaction, et Corinne Lepage, qui ne brigue plus aucun mandat politique, a eu le courage de mettre en annexe de cette déclaration les 17 amendements au statut de la Cour pénale internationale qu'on avait rédigés. Et elle lui remet en main vendredi matin, à 8h30. Donc symboliquement, c'est fort, ça me fait plaisir, mais je n'ai aucune illusion. Je n'ai aucune illusion sur le soutien d'États puissants dans le monde sur cette proposition d'amendement. Je vous ai dit, je m'appuie sur les pays les plus vulnérables et les plus pauvres, clairement. Voilà. Mais il va en tout cas tenter de... la Déclaration des droits de l'humanité, c'est une chose. L'amendement sur l'écocide, je pense que... Alors, il y a des grands juristes en France qui se sont intéressés à cette question, qui ont de l'influence auprès du gouvernement, et qui m'ont dit hier, avant-hier, qu'ils allaient demander à la France d'être porteuse d'une mission sur l'écocide, pour être avant-gardiste. Mais c'est méconnaître ce qui est écrit dans nos amendements, parce que ils sont durs. Ils sont durs et donc ils sont très menaçants. Déjà, tout simplement, le nucléaire, c'est exclu. Parce que nous posons un simple fait, c'est qu'on ne jugera pas quelqu'un au regard de ses intentions de nuire, parce que vous n'arriverez jamais à démontrer qu'une multinationale a l'intention de nuire, et son PDG encore moins. En revanche, on regardera les conséquences possibles d'une technologie dangereuse. Donc même si vous avez peu de risque d'un accident nucléaire, à partir du moment où vous regardez les conséquences, c'est-à-dire poser le principe de précaution de l'article 15 de la Déclaration de Rio à l'échelle universelle, vous ne pouvez plus vous permettre de vous engager dans des technologies qui font prendre autant de risques pour les populations, la biodiversité et les générations à venir. Oui, le monsieur qui avait... Bonjour.
Bonjour. On vous entend pas bien. Le monsieur qui avait la bouche un peu comme ça, ronde, le plateau. Ah, le Raoni, le cacique Raoni, le chef Raoni. Il avait, Le monsieur qui avait la bouche un peu comme ça. il avait une maladie. Est-ce qu'il avait une maladie? Bon. Non, il n'a pas du tout une maladie, c'est une tradition. Il y a beaucoup de peuples indigènes qui ont des traditions où ils se servent de leur corps pour valoriser un rôle qu'ils peuvent avoir au sein d'une communauté. Le chef Raoni, c'est un grand honneur qu'il a de porter ce plateau, ça symbolise sa force, son courage, sa puissance. Et dans son village, seuls les guerriers les plus vaillants avaient le droit de... Je dis bien avaient le droit parce que c'est une tradition qui n'est plus portée par la jeunesse indigène, Kayapo, et avait le droit donc de porter ce symbole. Et c'est quelque chose dont il est extrêmement fier. Donc ce n'est pas du tout une maladie. Et je veux te rassurer, il est très heureux de porter ce plateau. Est-ce que tu portes des boucles d'oreilles? Non. Des trous dans les oreilles. Je crois qu'on parle à un jeune homme. Hein. C'est un jeune homme? Enfin, je vois pas. Je suis assez bigleuse, mais C'est une jeune fille. c'est une jeune fille. Coucou. Voilà, donc tu vois, chez nous, c'est pas du tout choquant d'avoir des trous dans les oreilles. Non. Hein, Mais pour on pouvoir se- porter des boucles d'oreilles. Je te rassure, ça ne fait Mais pas là, peur, c'est on un- s'habitue très vite. Là, il fait un trou en fait au niveau de sa lèvre, là, et après il place comme quand on place dans les oreilles des grands plateaux en corne, là, tu vois. Et ben, il fait la même chose au niveau de la bouche. C'est juste une tradition. Il propose ça aussi à ses amis, mais enfin, je te rassure, je n'ai pas accepté. Hein. Bon, chers amis, chers tous, je m'adresse autant au public qu'à vous. Là, il commence à être un petit peu tard, il est 11h10. Et je crois qu'on avait prévu de terminer plus tôt. J'espère que nos amis ne vont pas nous en vouloir. Une autre réaction aux questions brûlantes, mais vraiment, on va prendre la dernière si ça ne vous ennuie pas. Non, c'est très bien. Je crois que de toute façon, on a vraiment abordé beaucoup d'aspects. Je suis désolée de vous avoir brimé un petit peu parce c'était passionnant. J'aurais pu vous écouter pendant encore une demi-heure, mais est-ce qu'on va résoudre le problème ce soir? Pas forcément. Donc une dernière réaction, une dernière question. Je ne sais même plus où est passé le micro. Juste avant d'oublier, je voudrais juste dire un petit mot avant de prendre la question, parce qu'on va oublier, c'est toujours comme ça. Il y a deux choses que vous pouvez faire en sortant d'ici, c'est signer le... C'est quoi? C'est une pétition? On peut appeler ça une pétition. La pétition écocide sur endecocide.eu. .org maintenant, pardon. Les deux marchent, ok. endecocide.org. Et deuxièmement, si vous avez été touché par ce qu'a dit Valdélis Véron, ça ne vous coûte pas grand-chose et que vous pouviez rentrer chez vous et faire ce que Pierre a fait, ce que d'autres ont fait, ce que Valérie a fait, c'est prendre une petite feuille de papier, écrire #IamGuaraniKiowa et envoyer la photo sur le site raoni.com. On la rajoutera aux quelques 2300 personnes qui l'ont fait. C'est important, ça a l'air de rien, mais ça veut dire que vous adressez ce soutien visuel. Les Guarani Kiowa sont connectés sur l'Internet. C'est leur seul moyen un petit peu d'alerter la planète. Et croyez-moi, ça leur fait énormément de baume au cœur de voir que des gens sont capables de se mobiliser et de penser à eux et de dire « je fais partie de votre peuple ». Et puis une suggestion, donc c'est ce que je vous ai proposé moi, parce que j'ai cet accès direct. Si vous avez des amis en contact avec d'autres peuples premiers de la planète, enfin les peuples racines, vous pouvez les mettre en contact avec Goethe pour que justement on leur projette ce film et qu'ils voient qu'il y ait peut-être que ce sont justement nos frères les sauvages. Hein. Mais oui, mais quand j'étais petite, on les appelait les sauvages. À un moment, on les a appelés les primitifs. Aujourd'hui, on les appelle les peuples racines. De toute façon, Raoni m'a fait promettre que j'allais faire une tournée avec ce film dans tous les villages Kayapo, déjà. Donc, Oui. il y en a une Oh, trentaine. mais on va aller plus loin. Donc, voilà, on va voyager vous envoyer partout. plus loin. Moi, je les appelle les gardiens. Donc, je n'ai vu personne lever la main, là. Si, ça y est, si, on a. Allons-y. Une dernière. Oui, alors bonsoir. Par rapport au film, ça aurait été bien qu'on voie, par rapport au projet du barrage, l'étendue que ça va faire, en fait. Parce que j'ai participé à un forum qui s'appelle le Forum Convergence. Il y avait un représentant du Brésil, et il y avait un film où il montrait justement ce barrage.
Alors c'est en synthèse, hein, il expliquait que ça allait leur fournir tant d'électricité sans polluer, quoi. En fait, ce qu'il oubliait de dire, c'est qu'ils allaient laisser la forêt telle qu'elle et inondée, donc la forêt, en se décomposant, allait émettre énormément de méthane, donc ils allaient polluer énormément, en fait. Et l'étendue, mais ce que je voyais sur le film, là, l'étendue, c'est énorme. Je sais pas combien ça fait, mais on voit, c'est très, très grand. Je crois que ça va être un des plus grands barrages qui soit. Hein. Le 3e au monde. Le 3e, oui. Et donc, ils vont laisser la forêt ils vont inonder, donc la forêt va se décomposer, ça va émettre énormément de méthane. Je suis un peu étonné qu'on laisse ce projet se faire, comme ça va être un désastre écologique, quoi, en termes de... On peut préciser juste pour le méthane, enfin moi je suis un peu au courant. Bon. Le méthane, on va en entendre parler. Pour l'instant, on est encore dans le CO2, hein, mais maintenant Oui, c'est le méthane. Enfin, ça fait un moment que. Mmh. Mais on va en entendre parler d'une façon phénoménale parce qu'il y a aussi toutes les glaces qui fondent au pôle Nord et qui libèrent de la tourbe, qui dégage la tourbe, et la tourbe, elle, libère du méthane. Et on a vu la glace brûler. La glace brûle au pôle Nord. Vous faites un trou, vous lancez une allumette, ça prend feu. Hein, ça, c'est le méthane. Mais alors, le mauvais côté, c'est que c'est 25 ou 40, selon les sources, fois plus destructeur de la couche d'ozone que le CO2. Mais le bon côté, c'est que ça se dissipe très très rapidement, alors que le CO2, lui, ne se dissipe pas, persiste et monte jusqu'à la couche d'ozone. Le méthane atteint rarement la couche d'ozone, il est très rapidement dissous. Oui, il y a l'effet couche d'ozone, mais là, on parlait de l'effet de serre, donc qui influence le réchauffement climatique. La couche d'ozone, c'est le fait de ne plus protéger. Il se dissipe et se dissout très rapidement. Voilà. Mais ça, dans 2 ans, dans 5 ans, on va être dans le méthane. Mais les pets des vaches sont du méthane. Hein, les rots surtout. Alors, l'histoire du barrage, pour dire un tout petit mot sur l'histoire du barrage, vous n'avez pas vu, je l'ai déjà expliqué, le film final. Le film est à peu près 2 fois plus long. Et l'histoire du barrage, qui est déjà au moment où commence le film, commencé, puisqu'on est déjà à 1 an de chantier, est actualisé au filigrane justement de l'avancement, des mobilisations, etc. Donc ça sera évoqué dans le film final. Je voulais juste dire que ça me fait plaisir d'avoir John en face de moi, parce qu'il était avec moi sur les mobilisations du début. Tu as dû revoir des images qui t'ont évoqué des souvenirs, non ? Ouais. À Rio +20, j'étais avec John là-bas, sur place, et c'était une aventure folle. On n'aurait jamais imaginé que ça allait être le début d'un film, voilà. Merci à tout le monde d'être venu. Moi, je vais demander à Pierre un petit mot de conclusion. Non, mais elle est simple, la conclusion. Pour moi, elle est simple, puisque vous avez tous été très touchés par le film. C'est parlez-en autour de vous. Il faut que ça fasse boule de neige. Le problème de ce sujet, c'est que justement, il y a une espèce de silence comme ça qui est entretenu pour ne pas... Alors justement, rompons le silence, parlez-en. Plus il y aura de monde, plus vous en parlez autour de vous, et plus on a des chances, petit à petit, de le faire savoir. Je voulais dire... Et le film, il doit sortir au cinéma, à la télé, qu'est-ce qui est prévu À la télé, sur TF1, à 20h, en prime. Voilà. Là, je suis sûr que si, voilà, ça peut arriver dans mes rêves ou des choses comme ça. On ne connaît pas encore exactement le destin que va avoir ce film. Ça serait vraiment. Mais ça vise le cinéma. Ça vise le cinéma, justement pour des rencontres, pour des dialogues, pour expliquer, parce que c'est des thématiques que les gens connaissent peu et qui les préoccupent une fois qu'ils ont été alertés. Donc si le film peut ouvrir des débats, etc., un calendrier. Oui, alors déjà la COP21, on va diffuser une autre version que celle-ci, où on parlera beaucoup plus justement des entreprises, de la façon dont on est lié à ça, et des vraies questions qui ne sont pas posées par la COP21. Et notamment, il est prévu qu'on diffuse ce film en présence des chefs qui seront à Paris à ce moment-là. Et je voulais dire une chose, c'est que le montage que vous avez pu voir ce soir, vous ne l'auriez pas vu sans Alice, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui est monteuse et qui a accepté d'accompagner bénévolement ce projet. On est tous bénévoles sur ce projet. C'est pour ça que je disais que c'est un film improbable, parce qu'aujourd'hui, faire un film
Voilà, c'est un film comme ça où si on n'avait pas notre militantisme dans Planète Amazon, il n'existerait toujours simplement pas, parce qu'aller 5-6 fois au Brésil, suivre des indigènes, aucune maison de production est sur des thèmes comme ça, en allant dénoncer les entreprises françaises, machin, personne ne va vous financer quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, je tenais à la remercier, elle n'est pas présente ce soir, mais j'ai beaucoup pensé à elle en revoyant le travail qu'on avait effectué dans un délai record pour que vous puissiez avoir voilà, quelque chose à vous mettre sous la dent. Je crois qu'on a tous apprécié, n'est-ce pas? On va encore vous remercier une dernière fois.